Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous démarrons cette émission avec cette photo du célèbre marché aux poissons de Marseille sur le Vieux-Port, une institution qui existe depuis le début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, les poissons locaux s'y font rares. Quelques bars, dorades, rougets, sardines pêchées au large de la côte bleue et des calanques, vendues à la criée. Mais pas de quoi concurrencer le saumon de Norvège, le cabillaud d'Islande ou les crevettes d'Amérique du Sud, dont regorgent désormais, vous le savez, les poissonneries du XXIe siècle. Le secteur de la pêche n'a pas échappé à la mondialisation, il n'a pas échappé non plus à l'industrialisation, dès lors qu'il faut satisfaire une fringale devenue mondiale de sushis et d'oméga 3. Tant pis pour les stocks de la planète qui s'épuisent et les conflits, vous allez voir que cela génère en mer. Vous l'aurez compris, on s'intéresse aujourd'hui à la pêche, une industrie mondialisée. Au nombre de 35 000 espèces, les poissons sont la plus grande famille de vertébrés de la planète. La moitié des espèces vit en eau douce, dans les rivières, fleuves et lacs, tandis que l'autre moitié vit dans les mers et océans. Les poissons apportent de nombreuses protéines à l'homme qui le pêche depuis des millénaires. Mais l'essentiel de la pêche concerne en réalité peu d'espèces. 70 d'entre elles concentrent la moitié des captures mondiales. Parmi ces espèces, certaines comme le thon obèse sont menacées d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, tant la pêche est devenue surpêche depuis 60 ans. Le volume total de pêche est passé de 17,5 millions de tonnes dans les années 1950 à 96 millions de tonnes en 2018. Alors voyons quels sont les poissons principalement capturés. À la première place, on trouve l'anchois du Pérou, avec 7 millions de tonnes pêchées en 2018, suivi par le lieu d'Alaska, 3,4 millions de tonnes, et la bonite rayée, appartenant à la famille du thon, 3,2 millions de tonnes. Cette envolée est évidemment due à un appétit phénoménal pour les poissons, la consommation étant passée de 9 kilos par an et par habitant en 1961 à 20 kilos en 2017. Alors voyons maintenant qui mange le plus de poissons et pourquoi. L'Océanie est la région où la consommation annuelle de poissons est la plus élevée. Un score dû en partie aux habitudes alimentaires des pays concernés, liées à leur environnement géographique, tout comme l'Asie, qui arrive en deuxième position. Viennent ensuite l'Amérique du Nord et l'Europe, qui bénéficient de zones de pêche vastes et fournies et d'un pouvoir d'achat élevé. Viennent enfin l'Amérique latine et les Caraïbes, puis l'Afrique, dont la faible consommation est principalement liée au pouvoir d'achat. Alors à présent, allons plus loin et voyons pourquoi l'augmentation récente de la consommation de poissons est liée à plusieurs facteurs. D'abord parce que depuis les années 1950, l'industrie de la pêche a accru son efficacité par des progrès technologiques considérables. Ainsi, la flotte globale de bateaux de pêche est passée de 1,7 million en 1950 à 4,56 millions en 2018. Et aux côtés de petits chalutiers de 12 mètres, on trouve désormais des monstres de 150 mètres de long, pesant 9 500 tonnes et pratiquant une pêche très destructive. Ces monstres ont également une plus grande autonomie qui leur permet d'accéder à des zones lointaines, notamment dans le Pacifique. Les chalutiers les plus imposants peuvent ramener dans leurs filets plusieurs centaines de tonnes de poissons par jour. Ils sont également équipés de chaînes automatisées qui permettent de préparer, congeler et conditionner les poissons sur place. Et puis, il y a l'amélioration de ce qu'on appelle la chaîne du froid, qui permet une plus grande rapidité de distribution. Ainsi, un cabillaud pêché dans la partie norvégienne de la mer de Barents peut être débarqué et transformé à Boulogne-sur-Mer, puis vendu à Rome en quelques jours. On est bien loin des tonneaux en bois d'autrefois, remplis de cabillots salés. La conséquence de cette évolution pour un poisson comme le cabillaud est catastrophique. L'espèce est aujourd'hui menacée à l'échelle mondiale et ses stocks dégradés ou effondrés dans de larges zones de pêche de la mer du Nord et de l'Atlantique, comme vous pouvez le voir sur la carte. Si le monde entier mange de plus en plus de poissons, c'est aussi parce que les recherches scientifiques ont mis en avant leurs bienfaits nutritionnels, des poissons riches en oméga 3 et préservant des risques cardiovasculaires.
Si l'on ajoute à cela un engouement mondial pour les sushis et les sashimi, tous les facteurs ont été réunis pour conduire à une surpêche. Alors voyons maintenant quelles sont les zones les plus impactées par notre fringale de poissons. 87,5% des 96 millions de tonnes de poissons pêchés provient des océans et des mers, contre seulement 12,5% pour les fleuves, rivières et lacs. Les trois zones de pêche les plus exploitées sont le Pacifique Nord-Ouest, le Centre-Ouest et le Sud-Est. Alors voyons maintenant qui sont les plus gros pêcheurs. La Chine, suivie de l'Indonésie, le Pérou, l'Inde, la Russie, les États-Unis et le Vietnam. À eux 7, ces pays représentent la moitié des captures mondiales. Historiquement, la pêche se pratique majoritairement à proximité des côtes. Chaque pays possédant, depuis l'accord de Montego Bay, entré en vigueur en 1994, une zone économique exclusive, soit une bande de 200 miles marins autour de ses côtes, où ses pêcheurs sont libres de pêcher. Mais les poissons, comme le thon, qui parcourt des milliers de kilomètres, ne tiennent bien sûr pas compte de ces frontières. Certains navires cherchent donc à aller pêcher dans d'autres zones économiques exclusives que celles de leur pays d'origine en obtenant des licences. Ou s'aventurent dans les eaux internationales, celles qui sont suffisamment loin de toute côte pour ne pas être incluses dans une zone économique exclusive. Voilà qui est une source potentielle de conflits, bien sûr, comme on va le voir maintenant. En nous rendant tout d'abord sur les côtes de la Manche. Jusqu'en 2020, les eaux territoriales du Royaume-Uni étaient incluses dans la zone économique exclusive européenne. Les eaux britanniques, riches en poissons, ont attiré de nombreux pêcheurs français. Entre 2011 et 2015, on estimait leur prise à 100 000 tonnes de poissons par an. Mais depuis la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, celui-ci est libre d'accorder ou pas des licences aux pêcheurs français dans ses eaux maritimes. Et il demande désormais à la France de diminuer ses prises. Un point de crispation important au vu des enjeux financiers pour les pêcheurs de l'Hexagone. Ces batailles concernant des droits de pêche hors des eaux nationales peuvent prendre des dimensions plus inquiétantes encore lorsqu'il s'agit d'un pays comme la Chine, qui, avec ses 12 500 navires observés en dehors de ses eaux territoriales en 2017-2018, est désormais présente aux quatre coins de la planète. Cet appétit chinois a pris un tour dramatique au Ghana. Entre les licences accordées massivement par des politiques corrompues et la pêche illégale, la présence des navires chinois a entraîné une baisse de 40% des revenus des pêcheurs traditionnels ghanéens depuis le début de ce siècle. Les navires chinois ont menacé également à plusieurs reprises le fragile équilibre des Galapagos au large de l'équateur, en pêchant massivement dans les eaux internationales qui bordent l'archipel. Des eaux fréquentées par des espèces protégées, les animaux, rappelons-le, ne connaissant pas les frontières arbitraires fixées par l'homme. Alors face à cette surpêche, que faire? Certains pays ont développé l'aquaculture. Cela concerne la moitié des poissons qu'on retrouve aujourd'hui sur nos étals. Sauf que cette pratique est loin d'être totalement vertueuse et pose d'autres types de problèmes, comme on va le voir maintenant en nous penchant sur le cas du saumon, l'un des poissons les plus consommés au monde. En effet, la consommation mondiale de saumon a triplé depuis les années 1980. Seuls 25% du saumon que nous consommons désormais est un saumon sauvage. Parmi les différentes espèces de saumon, c'est celui de l'Atlantique qui a la préférence des consommateurs. Et c'est la Norvège, pionnière dans le domaine aquacole, qui assure aujourd'hui la moitié de la production mondiale de saumon atlantique d'élevage. Mais elle s'efforce désormais de limiter le nombre de ses fermes, car la pisciculture intensive met en contact des poissons d'élevage stressés, malades, voire traités aux antibiotiques, avec des espèces sauvages qui vivent, elles, dans le milieu naturel. La propagation de maladies en provenance des fermes aquacoles a ainsi grandement contribué à la diminution par 2 de la population de saumon atlantique sauvage en 20 ans. Une diminution également due à la surpêche, bien sûr, mais aussi à des problèmes écologiques tels que le réchauffement des eaux,
la pollution et les aménagements de l'homme qui empêchent les saumons de remonter les rivières pour se reproduire. Parallèlement au développement de l'aquaculture, les instances internationales ont mis en place un code de conduite pour une pêche responsable adopté en 1995. Ce code a permis de fixer des quotas pour pêcher à des niveaux raisonnables afin d'assurer la reconstitution et la préservation des stocks. La mise en place de ces quotas a permis de sortir certaines variétés de thon des listes d'espèces menacées. La population orientale de thon rouge de l'Atlantique côté européen a ainsi augmenté d'au moins 22% au cours des 40 dernières années. La pêche, cette industrie devenue mondiale pour le meilleur et pour le pire. Dès lors, comment continuer de consommer du poisson en adoptant les bons réflexes, c'est-à-dire en évitant le poisson du bout du monde en voie d'extinction et pêché par des bateaux-usines? Voici quelques conseils de bon sens. Toujours vérifier la provenance précise, privilégier la pêche locale, veiller à l'état du stock, c'est-à-dire s'assurer que l'espèce que l'on souhaite acheter n'est ni en danger ni surpêchée, se renseigner sur la technique de pêche et privilégier celles qui ont un moindre impact sur l'écosystème. Et peut-être surtout retenir cette formule qui vaut aussi pour notre consommation de viande, en manger moins, mais en manger mieux. Pour aller plus loin, direction le site internet de Bloom ONG entièrement dévoué aux océans et à ceux qui en vivent. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.